Qu'est-ce que vous voulez? الاستقلال روحوا بلادنا الاستقلال الحق حريتنا. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast d'Emitaille, la revue de cinéma critique et décoloniale. Je suis Simon Waro et aujourd'hui j'accueille au micro deux membres du comité de rédaction, Euke Soffelgu. Bonjour Euke. Bonjour Simone. Occitane Lacurie, bonjour Occitane. Salut Simon. Au programme de l'émission du jour, nous allons évoquer deux sorties de ce mois d'avril, deux films pour le moins attendus puisqu'ils sont signés par deux réalisatrices importantes, si on peut le dire. Lucretia Martel et Claire Blanche. Denis. Et Blanche, Et Blanche. aussi, il faut le préciser. Deux films, alors respectivement Nuestra Tierra et Le Cri des Gardes, qui interrogent un peu chacun à sa manière le regard que l'on porte sur les traces encore visibles du colonialisme ou encore les expressions concrètes du néocolonialisme. On va commencer par Nuestra Tierra. 8 ans après son précédent long métrage de fiction intitulé Zama, la réalisatrice argentine Lucrecia Martel signe avec Nuestra Tierra son premier long métrage documentaire. De quoi est-ce que ça parle ? Nous sommes en Argentine. En 2009, 3 hommes blancs tentent d'expulser les membres de la communauté autochtone Chuchagasta, revendiquant la propriété des terres, armés d'un pistolet. Un de ces propriétaires blancs abat le chef de la communauté, Javier Chocobar. Il se trouve que le meurtre a été filmé et 9 ans après les faits, un procès s'ouvre enfin. Les proches de la victime et la communauté attendent et espèrent réparation et justice. Euke, j'ai cru comprendre qu'à ce jour, tu as vu le documentaire à 3 voire à 4 reprises. Tu l'as même accompagné à Marseille. Et ta critique est d'ores et déjà disponible sur le site d'Emitaille depuis le 6 avril. Qu'en as-tu pensé ? Est-ce qu'on peut parler d'un documentaire de procès ? Je pense que cette question a été posée plusieurs fois à Lucrecia Martel parce que c'est quand même une question intéressante de s'interroger sur la qualité documentaire, les fictions du film. Et elle aurait, j'imagine, répondu non, je fais pas de distinction entre le documentaire et les fictions. Et la première impression que les gens peuvent avoir de ce film, c'est justement un documentaire sur un procès. Et à vrai dire, la première fois que j'ai vu le film à Venise, j'étais assez bloquée justement par cette forme qui apparaît de loin très simple, directe. Mais à mesure que je me suis plongée dans le film ou bien je me suis laissée aller par les gestes filmiques de Lucrecia Martel, je pense qu'on peut voir pas mal de textures, de gestes qui ne sont pas très visibles au premier visionnage. Je pense que c'est un film qui exige une attention très particulière sur la forme, sur les techniques d'enregistrement, qu'elles soient sonores et visuelles. Et c'est une attention qu'on n'est pas très habitué de nos jours. Donc peut-être qu'on peut dire ça, justement. C'est un film de procès, mais il ne l'est pas non plus en même temps. On peut commencer par ça, peut-être. Et il me semble que le documentaire ne se résume pas qu'au procès. Il y a aussi d'autres choses qu'elle filme, qu'elle propose. Occitane, qu'en as-tu pensé, notamment ? C'est un film qui est un film de procès, mais en même temps un film qui est très cartographique. C'est-à-dire qu'il y a deux espaces très distincts dans cette affaire-là. Il y a donc l'espace du tribunal et l'espace du territoire. Et c'est très bizarre de dire l'espace du territoire, parce qu'on dirait que c'est un pléonasme, mais alors qu'en fait, c'est vraiment ça, quoi. Elle utilise vraiment à de multiples reprises pendant le film un drone, ce qui peut être un choix esthétique et politique assez fort. Enfin, il y a de longs plans comme ça sur le paysage de cet espace qui est disputé, de cet espace qui a donc été le théâtre d'un meurtre, littéralement, pour la question de sa possession. Et donc, elle utilise un drone pour le filmer, et c'est un drone qui a un statut assez particulier, qui est requalifié tout le temps pendant le film, c'est-à-dire que des fois, il est comparé à l'œil de Dieu, et en même temps, parfois, on nous rappelle que ce n'est qu'un drone, puisque au son, on rajoute le petit vrombissement du drone un peu zonzonnant, comme ça, un peu insupportable. Et en fait, il a toujours un peu cette double qualité. D'ailleurs, il y a une scène assez incroyable à un moment donné dans ces longs plans sur le paysage où ce drone, il a un face-à-face avec un cheval, et il se regarde droit dans les yeux. Le cheval est inquiet, on sent, il y a une espèce de scène comme ça, de conflit presque de territoire entre le cheval et le drone, et le cheval finit par partir. Et il me semble que ce film, de ce point de vue-là, il nous met dans un point de vue qui est très intéressant selon moi et qui vraiment pose une question théorique très forte et qui est celle de Lucrecia Martel, c'est quoi regarder comme un État ?
c'est quoi de se placer dans l'œil de l'État, que ce soit au niveau du tribunal, parce que c'est là où va se décider à qui appartient la terre, pourquoi, comment, qui existe aux yeux de l'État, qui n'existe pas, parce qu'il y a ça aussi comme question très importante. Et puis aussi, comment l'État il regarde son propre territoire, et avec ce drone, elle va jouer avec cet appareil qui est à la fois un appareil militaire, à la fois un appareil d'observation et à la fois un appareil de cinéma. Oui, je pense que j'ai évoqué cet aspect de confrontation de multiples regards dans le film parce que on voit pas mal de scènes où les membres de la communauté autochtone est en train de regarder leurs propres images. Donc il y a aussi cette confrontation de regards et elle change pas mal d'échelle, donc qu'il soit très grande, donc l'échelle par exemple d'un satellite pour venir à l'échelle de vue aérienne du drone. Et elle fait le même geste lorsqu'elle filme la reconstitution du crime. Donc on voit les accusés en train de répéter le même geste qu'ils ont fait lors de l'assassinat. Et dans un autre plan, on voit les membres de la communauté en train de regarder la reconstitution. Donc il y a plusieurs scènes qui nous restituent dans un espace comme si elle fait le recadrage. Et ça, je trouve très intéressant. Un autre aspect, peut-être, si je rebondis, j'ai commencé à penser le film comme une sorte un archive, comme un objet, film-objet. Parce que il y a une autre facette du film, c'est qu'elle fait ressembler les témoignages de la communauté à travers la voix off, le procès de voix off qui accompagne les images photographiques. Et donc, ça donne aussi une sorte d'un espace évocatif où les membres de la communauté, notamment la veuve de Javier Chocobar, le chef de la communauté qui a été assassiné par justement les trois hommes, se souvient des détails qui sont issus de la vie quotidienne, pas forcément des détails très importants, qui sont des détails, significatifs au sens un peu... ça éclaircit pas vraiment l'affaire en question, c'est juste... en fonction des images qui apparaissent, elle se souvient des détails un peu, disons, triviales de leur vie, mais ce sont tellement précieux par rapport aux des discussions qui ont eu lieu dans le tribunal. Donc, ça crée aussi la parole, la manière dont la parole s'articule, crée une vraie tension aussi. Ouais, je pense qu'effectivement, il y a ce troisième régime de visibilité qui est donc la photographie, et ces photos qui font archive et tout. Et c'est vrai que c'est ça un peu le contrepoint entre le drone, le tribunal et les photos. Puisqu'en fait, tout le film, c'est de savoir qui existe. Il y a ce débat historiographique absolument délirant dans le tribunal, qui est quand même de savoir si le peuple qui revendique la terre a disparu ou pas. Alors que les gens sont là, dans le tribunal, et qu'on n'arrête pas de voir leur visage, leurs larmes, on n'arrête pas de les voir, quoi. Et d'ailleurs, Lucretia Martel les filme et tout. Et d'un autre côté, elle oppose à cette négation de l'existence l'archive et les photos. Et c'est là aussi où il y a tout ce truc sur la question du regard et du droit. L'idée de se dire, on va repartir d'un truc qui est très ancien sur qu'est-ce que c'est qu'une nation, qu'est-ce que c'est que la constitution d'une nation, c'est un contrat social. Et un contrat social, souvent, il se noue dans l'espace du tribunal. Et elle, ce qu'elle essaye de révéler, c'est que le contrat social de l'Argentine, en tout cas de cette zone de l'Argentine, c'est avant tout un contrat racial. C'est-à-dire, on efface des gens et on fait le droit à partir de cette fiction, quoi, de cet effacement. Et c'est ça que je trouve assez fort. C'est un film qui est assez classique dans le fait de recourir à la forme du procès, quoi. Un peu comme les films sur l'Amérique, les films de Frank Capra, où on met en scène la scène du procès comme scène un peu fondatrice, originelle, comme ça, de la nation. Et en fait, là, ce qu'elle montre, c'est que cette scène de procès, en fait, n'a toujours été qu'une fiction. C'est ça que je trouve super intéressant dans ce choix du long métrage, d'un truc un peu ample aussi, quoi. Et notamment avec ce début cosmique qui commence comme un récit de fondation du monde. Il y a le récit de fondation du monde au début, on arrive depuis l'espace sur la Terre, et puis le récit de fondation de la nation qui a lieu dans le tribunal. Je pense qu'il y a aussi un aspect que j'ai remarqué après mon deuxième ou troisième visionnage, c'est le côté humoristique qui va de soi. Donc, c'est pas elle qui a juste créé cet aspect absurde, mais c'est comme une scène de théâtre. Vraiment, quand tu entends le parti accusé,
essayant de se défendre. C'est vraiment une absurdité totale, mais qui est traitée d'un regard et d'une écoute sérieuse par le tribunal. Et en tant que spectateur-spectatrice, je pense qu'on est aussi confronté à cette absurdité et on ne sait pas comment aborder notamment le montage, justement les commentaires des historiens, cette porosité qu'elle crée entre les hors-champ de tribunal est assez vertigineux, je trouve. On est parfois frappé par les scènes qu'elle monte juste après une remarque, par exemple. Et ça, je trouve très, très pertinent dans ce film. Oui, c'est vrai. Pour en dire un peu plus, effectivement, il y a cet effet de mise en scène où elle fait parler les avocates de ces trois propriétaires blancs qui commencent leur discours. Et effectivement, en parallèle, elle interroge, il me semble, 2 historiens et une écrivaine qui, du coup, par un effet de montage, on a l'impression qu'ils sont présents au procès et qu'ils se répondent l'un à l'autre. Et il y a un effet comme ça, un peu pièce de théâtre, mais de manière très intelligente qui est agencée comme ça. Juste pour rebondir sur tout ce que Occitane a dit, sur le contrat social, quand j'ai rencontré Lucretia Martel, elle parlait justement du fait que pendant toute leur mobilisation ou leur quête de justice, la communauté est en quelque sorte limitée ou poussée à se légitimer à travers une sorte de réaction contre l'État. Donc toute leur existence, tout leur discours est basé sur cette quête d'identité et de justice. Et l'espace qu'elle ouvre avec son film, avec ce témoignage très intime, et un peu une intention, une ambition d'aller au-delà de ce discours identitaire. Donc, par leur intimité, par leurs souvenirs, qui n'est pas justement perçu comme légitime par les forces d'État et de justice. Et ça, cette ambition, je trouve très importante. Je pense que la première ambition de film, c'est évidemment la justice, mais il y a cette ambition sous-jacente qui, pour moi, est très, très importante aussi. Et il me semble aussi que le documentaire interroge aussi cette espèce de tendance, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais cette espèce de tendance de documentaire un peu sensoriel ou immersif, où le côté immersif apparaît toujours comme une sorte d'artifice de mise en scène. Là, effectivement, il y a un vrai travail subtil, notamment au niveau sonore, quand elle travaille les archives, mais j'ai l'impression qu'elle interroge aussi sa propre position, parce que c'est une réalisatrice argentine, et donc pour le coup, elle a aussi une position qui est discutable et qui est discutée, et qu'elle accepte de discuter elle-même dans le film, je pense, dans son travail de mise en scène, et puis toujours à travers cette invective un peu humoristique, lorsque l'avocate interpelle la juge en lui disant pourquoi est-ce que ce procès est filmé, est-ce que notre affaire est devenue un spectacle, est-ce que notre pays est un spectacle. C'est amusant qu'elle-même elle s'interroge à travers ça. Oui. Je pense qu'elle a très conscience de la part de mise en scène qui est forcément le procès, et qu'elle aussi, elle injecte dans tout ça. Et effectivement, je parle du travail du son. Alors, dans Débordement, qui est l'autre revue à laquelle je participe, on a une autrice qui s'appelle Juliette Couvreur et qui a travaillé sur le son du film et qui avait fait un article qui revenait en détail sur la pratique du son chez Lucretia Martel, qui est un truc qui est ultra important. Enfin là, ce film, il a eu droit à un vrai montage son, ce qui est assez rare en fait dans le documentaire. Et c'est vrai qu'on l'entend en fait quand il y a ces archives qui surgissent à l'écran. Je parlais tout à l'heure du drone qui a son propre paysage sonore, etc. Enfin, tout est vraiment minutieusement mis en place pour assumer ce côté sensoriel, ce côté évocateur de l'archive. Enfin, elle essaye pas de se poser en instructrice du dossier. Elle se pose aussi en voilà, quelqu'un qui essaye d'aller écouter et en même temps partager la part sensible aussi qu'il y a dans ses archives et dans ses souvenirs. Enfin, il y a un truc très incarné en même temps, et c'est ça qui est peut-être un peu paradoxal. C'est-à-dire qu'au début, on a ces images de drone qui peuvent être très surprenantes et très surplombantes. Et en fait, en réalité, de plus en plus, on la voit, enfin, et on éprouve la position qu'elle prend. Donc, c'est ça que je trouve assez intéressant, c'est qu'elle arrive à tenir les deux bouts, quoi. À la fois le côté, grand récit, et en même temps le côté personnel. Et je trouve que ça se retrouve un peu à un moment, une blague qui clôture un peu le film d'un des personnages qui se rappelle avoir vu Ben-Hur dans un cinéma du coin, et qui dit, et d'un coup à la fin il a une analyse fulgurante sur Ben-Hur où il dit
Mais en fait, Ben-Hur, quasiment c'est un film décolonial parce que en fait c'est un film sur la chute des empires. Enfin, le personnage de Ben-Hur qui est interprété en plus par Charlton Heston, donc qui n'est pas vraiment un grand acteur, décolonial ni antiraciste. Et pourtant, ce personnage du documentaire, il a une analyse décoloniale de Ben-Hur comme un film sur la chute des empires. Et je trouve que à un moment, ça fait aussi écho avec un moment où le drone tombe. Enfin, il y a un rush où le drone tombe et elle le laisse. Et je trouve qu'elle a conscience aussi de la part de mise en scène qu'il y a dans le film et qu'elle aussi, elle participe à un récit. Et elle aussi a un récit qui potentiellement sera gravé dans, sinon le marbre, en tout cas, fera un peu autorité quelque part. Et qu'elle a conscience de sa place d'autorité et de l'autorité qu'elle produit en faisant ce film. Et je trouve ça assez intéressant. Un dernier mot avec eux. Une dernière chose sur le drone, parce que parfois il y a des techniques qui créent des effets sur nous qui ne sont pas vraiment l'intention du cinéaste. Et en regardant les images de drone, je pense qu'il y a aussi une abstraction qui s'opère, des formes géométriques, une expérience d'immersion. Et justement, essaye d'utiliser ces formes pour briser finalement avec cette fameuse scène de... comment expliquer cette scène? C'est difficile à l'expliquer, mais un oiseau qui heurte, qui percute le drone. Et on s'en souvient qu'on est en train de regarder un film par un appareil. Donc, cette prise de conscience de l'appareil, de dispositif est très cruciale pour elle, je pense. Et pour le travail de son, peut-être c'est moi qui interprète de cette manière, mais l'immersion, l'expérience d'immersion est aussi brisée parce que ce n'est jamais une reconstruction totale de l'espace sonore que les photos représentent. C'est très aléatoire, très arbitraire. On a des bribes d'expériences sensoriales de membres de communauté, mais jamais d'une totalité. C'est très personnel, très intime. Et c'est pour ça que je pense que ça exige un vrai travail d'écoute devant le film, parce qu'on peut très bien dire que c'est juste un diaporama sonore, quoi. Donc c'est juste des images photographiques accompagnées du son, mais pas du tout. Je pense que le film mérite une vraie écoute, un visionnage attentif. C'est pour ça que peut-être j'ai vu le 3 fois. Nous changeons à présent de continent avec Le Cri des Gardes. Claire Denis adapte une pièce de Bernard-Marie Coltès écrite en 1979 et dont nous ne dirons qu'une seule fois le nom complet dans cet épisode, Combat de nègres et de chiens. Le film marque des doubles retrouvailles, si on peut dire ça comme ça, puisque la cinéaste française retrouve l'acteur ivoirien Zachary Bancolé, dit Isaac de Bancolé, pour la 4e fois après Chocolat en 1988, S'en fout la mort en 1990 et White Material en 2010. Double retrouvaille également parce qu'elle retrouve le continent africain qu'elle n'avait plus filmé justement depuis White Material en 2010. De quoi est-ce que ça parle ? Nous sommes en Afrique de l'Ouest, au cœur d'un vaste chantier de travaux publics tenu par des Blancs. Donc on a Horn, le patron, et son bras droit, Cal, qui est un jeune ingénieur. Tous deux vivent dans un quartier provisoire délimité par des grillages et surveillé par des gardes postés au sommet d'une tour. Alors que Léon, la future épouse de Horn, s'apprête à arriver, un homme s'introduit sur le site du chantier et se présente aux grilles du quartier. Il s'appelle Albouri et il recherche le corps de son frère, un ouvrier prétendu mort dans un accident de travail. Occitane, tu as non seulement vu le film, mais tu as également lu la pièce de Coltès, notamment en vue de préparer cette émission. Qu'en as-tu pensé ? Je trouve que c'est assez intéressant parce que c'est un film qui d'emblée se pose comme un voyage dans le temps d'une certaine manière. Alors je m'explique, c'est que moi quand j'ai vu le film, c'était à une avant-première où il y avait justement Isaac de Bancolé et Claire Denis au début qui en fait parlaient de ce film comme un peu une urgence qu'ils avaient eu de le faire pour honorer la mémoire de Bernard-Marie Coltès, donc du coup qui est un ami commun en fait à eux. Et je pense que c'est intéressant parce que Isaac de Bancolé, il a joué dans pas mal de pièces de Coltès dans les années 70-80 sous la direction donc, de Patrice Chéreau qui était vraiment le compagnon de vie, de travail de Coltès. Donc, et Claire Denis connaissait un peu cette bande de personnes et cette avant-garde un peu artistique qui se formait autour de Coltès.
Et en fait, ils s'étaient dit, à la mort donc de Bernard-Marie Coltès, qui est mort très jeune du sida, comme beaucoup de personnes de sa génération. Et en fait, il s'était promis d'adapter un jour cette pièce-là. Et elle le dit d'ailleurs, et il y a un côté un peu sinistre dans la manière qu'elle a de le dire, c'est de dire, voilà, les années passent, c'est vrai qu'elle a 80 ans, elle va avoir 80 ans cette année, donc voilà. Donc en fait, ce que je trouve intéressant avec tout ce que, au-delà des chemins et des parcours biographiques des uns des autres, ce que ça crée, c'est que ça crée un retour en arrière. Enfin, on se retourne sur une époque de l'antiracisme et de l'internationalisme français qui était incarné par des figures, voilà, comme Coltès, comme je pense à Jean Genet aussi, enfin ce genre de personnages comme ça très politiques qui rapprochaient un rapport très militant à leur homosexualité et à une espèce de condition partagée de l'oppression dans le monde et à voilà, une solidarité transnationale qui s'exprimaient dans des formes qui, je trouve, vraiment nous viennent d'une époque et qui viennent charger de cette époque. Donc ça, c'est le premier point. Pour autant, ce qu'elle essaye de faire, Claire Denis, avec ce film-là, c'est quand même d'adapter au contemporain cette pièce-là qui se passe voilà, dans une colonie, ou en tout cas... enfin, pas dans une colonie, peut-être dans un pays qui est décolonisé, mais où les Français, comme c'est toujours le cas, conserve des chantiers, des entreprises, enfin une partie importante de l'économie du pays. Et là, elle l'adapte, et il y a des références aux contemporains qui sont là, rien que la technologie, enfin les téléphones portables, des trucs comme ça. Et puis la référence à des enjeux géopolitiques contemporains, genre à un moment, il y a les milices Wagner qui sont mentionnées très rapidement, genre très vite fait, ou des choses comme ça. Donc voilà, donc elle essaye de ramener des enjeux, ces enjeux-là aujourd'hui, tout en restant quand même assez fidèle au texte d'origine. Et donc c'est un pari qui est assez, assez audacieux et qui fait un peu le pont entre ces deux époques de la question décoloniale d'une certaine manière. Enfin, rien que pour ça, le film, je trouve, m'a intéressée déjà de ce point de vue-là. Je pense que c'est un film très difficile à cerner. Parce que en regardant le film ou en connaissant l'histoire de sa réalisation, tu sens une sorte de vraie justesse. On était dans sa démarche, donc c'est assez sincère dans la manière d'adapter. Et elle tient à justement honorer son mémoire à travers ce film et à travers leur complicité, leur collaboration avec Isaac de Bancolé. Donc ça, j'entends bien. Mais peut-être la difficulté d'aborder ce film tient au fait qu'elle est adaptée d'une pièce de théâtre assez, je sais pas, je connais pas bien l'étude théâtrale, mais assez abstrait dans la forme même, et dont la transposition, l'espace cinématographique est assez difficile. Soit on assume ouvertement les gestes théâtrales, comme le fait d'ailleurs Claire Denis avec l'économie des décors, l'économie de l'espace. Donc on est quand même assez aristotélien, parce qu'on ne quitte pas forcément les lieux, sauf dans les parties d'introduction, dans les séquences d'ouverture et les séquences de rêve de chiens. Qui vient d'une note de carnet de Bernard-Marie Coltès. C'est elle qui incorpore un peu ces aspects qui n'étaient pas dans la pièce. Et qu'est-ce que je disais du coup, voilà, donc le geste théâtral, elle est dans le film, mais je pense que le côté narratif, le côté répétitif n'est pas très avantageux pour une narration, pour le récit, si on le tient pas, on le pousse pas jusqu'à l'extrême, je pense. Et j'ai senti une sorte des hésitations sur ces points. C'est comme si, sur le plan formel, elle savait pas où amener le film. En tout cas, c'était mon ressenti. Il y a aussi des contraintes peut-être pro-filmiques liées à la production, par exemple, le fait que la tenue vestimentaire du personnage de Léon est tellement mise en avant dans certaines scènes, ça
ça gêne un peu. Et on se demande pourquoi elle a fait ça, elle a fait tel plan ou tel plan. Et donc, on apprend que le film est financé par le coproduit ou financé, je sais pas. Coproduit, oui. Coproduit par Saint-Laurent, on te dit, bah voilà, donc bah voilà quoi. Bien sûr, une maison de couture peut financer un film, il n'y a pas de problème, mais si cet engagement impacte la mise en scène elle-même, ça gêne un peu, même si c'est en lien avec l'économie de production, je comprends, mais pour moi, il y a certains détails qui abîment un peu la cohérence narrative et formale du film. Et je me suis aussi posé la question, alors je n'ai pas lu la pièce et je connais assez mal l'œuvre de Bernard Marie-Coltès, mais je me suis également, quand j'ai découvert que c'était une grande amitié en coulisses, je me suis demandé effectivement si elle n'était peut-être pas un peu dépassée ou peut-être qu'elle n'osait pas justement par cette affinité peut-être très très forte. Est-ce que le matériau théâtral et littéraire ne prend peut-être pas le dessus sur sa mise en scène? C'est une question que je me suis posée mais j'ai pas de réponse. Je sais pas ce que tu en penses toi, Occitane. C'est vrai, je suis assez d'accord. Enfin, c'est vraiment ce genre de pièces qui à l'époque étaient publiées aux éditions de Minuit, qui font vraiment penser à des théâtres qu'on a pu voir à l'école ou quoi, genre Beckett, etc., où effectivement il ne se passe quasiment rien, tout est dans la parole, tout est dans cette espèce de pure absurdité qui finit par perdre psychologiquement les personnages, et là appliqué au contexte de la colonisation ou de la colonialité qui se poursuit, c'est pour faire rentrer les gens dans des abîmes de perplexité face à cette absurdité. Donc c'est sûr que ça, déjà, pour l'adapter au cinéma, effectivement, comme tu disais, je suis complètement d'accord, bon courage, quoi. Mais en plus, effectivement, moi j'ai eu l'impression qu'il y avait une forme de raideur. Effectivement, dans les tenues, je suis d'accord, j'avais pas forcément fait attention et j'avais pas forcément fait le lien, mais en effet, il y a un truc très posé, quoi, dans la posture des corps, dans la manière d'être, même d'Isaac de Bancolé. En même temps, bon, il est immobile toute la pièce, donc c'est sûr qu'il y a forcément une forme de staticité, quoi, dans sa manière d'être, mais quand même. Et même dans le jeu, j'ai trouvé qu'il y avait... moi, les acteurs qui sont pourtant des bons acteurs, l'acteur qui joue Horn, moi, je l'ai trouvé très poseur dans sa manière de... C'est Matt Dillon qui l'incarne, du coup. Voilà, pardon. Et je l'ai trouvé, assez poseur dans sa manière de déclamer, etc. Enfin, je trouve qu'il y avait un truc un peu performatif qui, moi, m'a pas forcément séduite. Et en revoyant des films plus ancien sur la question coloniale qu'avait pu faire Claire Denis, notamment Chocolat, qui a une forme de liberté à la fois dans l'écriture, à la fois dans l'effondrement progressif de la psyché des personnages par rapport au fait colonial et autour de la mise en crise comme ça du foyer et dans la mise en scène. Là, je l'ai trouvé un peu rigide, quoi, comme film. Parce qu'effectivement, il y a une question qui se pose, que j'ai vu passer dans plusieurs critiques qui sont déjà parues. Est-ce que Le Cri des Gardes, c'est une sorte de retour aux sources du cinéma de Claire Denis? Et visiblement, il y a un doute, il y a une hésitation. Je pense que... moi, je connais un peu le cinéma de Claire Denis, mais je vois pas qu'elle prend en considération sa propre filmographie en faisant un nouveau film. Donc je pense pas qu'elle regarde à l'arrière et te dit je vais faire ça maintenant. Je pense pas qu'elle est une cinéaste comme ça. Et j'ai l'impression aussi qu'elle cherche pas de totalité. Elle cherche pas de complétude. Je pense qu'il y a des choses, des détails, des images, peut-être une lumière qui fascine. Elle court derrière ce détail. Parce que moi, en tout cas, en regardant le film, j'ai ressenti ce détail, cette fascination, par exemple, pour la parole de Isaac de Bancolé, donc son jeu. Donc, elle est fascinée. Elle veut filmer ça sans que cet aspect fait sens avec d'autres éléments un peu hétérogènes. Elle veut courir derrière, ou bien la folie un peu des personnages de Cal, que je trouve assez réussi par rapport à Matt Dillon d'ailleurs. Et donc, il y a par exemple la lumière, le contraste, la lumière contrastée de la nuit. Donc, elle veut filmer ça. Et, en tout cas, c'est ça mon interprétation, mais il y a des choses qu'elle veut garder ou capturer. Et c'est pour ça que le film, dans sa totalité, peut-être ne fonctionne pas, mais on est quand même on est quand même habité par des impressions très visuelles et très sensorielles. Et ça, je trouve qu'elle est très réussie. Concernant le jeu de Matt Dillon, j'ai une théorie, une hypothèse un peu. Je pense que leur confrontation passe sur le jeu de parole. Donc, le personnage d'Albouri, il essaye d'attaquer
Horn à travers sa propre arme, avec le discours très poli. Parce que il invite à boire de whisky, machin, mais il fait une sorte de riposte avec la même manière. Je pense que Isaac de Bancolé, il est magnifique, mais Matt Dillon, il n'arrive pas à faire justement ce jeu de politesse. Il finit par être trop fausse, trop artificiel dans ce discours. Peut-être c'est ça que tu auras ressenti aussi. Oui, et puis en fait, j'ai l'impression qu'ils sont pas au même niveau de jeu. Enfin, alors peut-être que justement le côté un peu hystérique de Matt Dillon, c'est comme ça que la dissymétrie de la relation et l'effondrement progressif de sa persona de chef de chantier, etc. passe. Mais moi, j'ai trouvé qu'il y avait un problème de justesse. Enfin, je sais pas comment dire. Et pour revenir sur le truc de est-ce que c'est un retour aux sources, moi, je resterais... Mais voilà, peut-être je suis déterminée par cette séance que j'ai vécue, mais vraiment sur l'impression testamentaire quoi, de ce film. Mais vraiment, quoi. Enfin, pour moi, il y a un peu de ce truc-là. Pas forcément totalisant, pas forcément d'auto-commentaire de son cinéma, mais peut-être un truc un peu testamentaire. Alors peut-être que c'est le côté crépusculaire... à la fois de l'histoire, et puis le fait que ça se passe la nuit, effectivement, ces jeux de lumière très accusés, etc. Le fait que le personnage d'Albouri, on ne sait jamais si c'est un vivant, c'est peut-être aussi un mort. D'ailleurs, au début du film, il y a quand même le doute qui est entretenu. Est-ce que et d'ailleurs, qui sera jamais forcément dissipé. Je veux dire, est-ce que c'est une divinité de la mort on peut tout imaginer quoi avec ce personnage, c'est ça qui est bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que donc il y a l'ambiance générale du film qui est funèbre quoi, et puis quand même le personnage d'Isaac de Bancolé il vieillit du coup à travers la filmographie de Claire Denis, et dans Chocolat c'est un jeune homme très vigoureux qu'elle filme comme Claire Denis sait filmer les corps des hommes, je veux dire qui est quand même non mais c'est quand même une cinéaste qui est experte dans la manière de regarder érotiquement les hommes quoi. Et donc du coup donc tu l'as dans ce premier film donc dans Chocolat où il incarne cette espèce de force réprimée du colonisé qui a besoin à un moment donné s'exprimer et de frapper les blancs ou même de s'automutiler. Il y a tout ce truc sur la question de son corps qui prend en charge la violence coloniale. Dans White Material, pareil, c'est un chef un chef milicien, parce que là aussi, White Material se passe dans un pays d'Afrique non nommé. Et il y a un coup d'État plus ou moins qui se passe, on comprend pas trop. Et il joue un chef de guerre qui est blessé et qui incarne une espèce le boxeur, comme ça, qui est cette espèce de divinité qui est là sur le champ de bataille, qui hante un peu toutes les conversations. Et qui est donc un homme mûr, un homme d'âge adulte, plutôt dans ce film-là, de la même manière que Isabelle Huppert incarne une femme adulte, là où Claire Denis est une enfant, où l'alter ego de Claire Denis est une enfant dans Chocolat. Et là, en fait, on a ce Isaac de Bancolé qui est quand même plus âgé, plus vieillissant, et qui encore une fois, incarne cet ange de la mort, quoi. Et il y a un truc un peu crépusculaire, et peut-être un peu mégalo, d'ailleurs, de la part de Claire Denis, qui a toujours lié son destin de cinéma à l'Afrique, notamment avec Beau Travail, il y a un truc... qui peut-être clôture son œuvre de cinéma en prophétisant la mort de l'Afrique, parce que tu vois, moi c'est un peu comme ça, il y a un truc un peu mégalo quoi de cette femme qui s'identifie au continent africain, je sais pas, tu vois, genre comme elle a scandé les étapes de sa vie avec des crises politiques africaines, c'est-à-dire les décolonisations dans l'enfance, les coups d'État de la France-Afrique dans White Material, et puis là une espèce de départ de l'Afrique par les Européens au profit des Chinois, parce que c'est quand même ça qui est dit à un moment dans le film. Ouais. C'est comme ça que... Et puis avec Isaac de Bancolé qui s'en va comme ça, qui s'en va vers le hors-champ sur fond de pipeline en construction. Tu vois, moi je trouve qu'il y a une vibe un peu mégalo, tu sais, de cinéaste vieillissant qui à 80 ans se dit voilà, mon œuvre de cinéma se clôture comme ça, et j'identifie mon destin au destin de l'Afrique. Moi, tu vois, je l'ai vraiment lu comme ça, mais voilà, c'est Et il y a quelque chose, pour rebondir là-dessus, il y a quelque chose d'assez amusant, parce que amusant entre guillemets bien sûr, parce que j'écoutais du coup leur passage recommandé par eux dans l'émission Les Midis de Culture de Marie Laborie, où justement la réalisatrice et l'acteur venaient présenter le film, et à un moment donné vient aussi la question de Claire Denis, vous êtes une réalisatrice blanche. Votre filmographie est quand même liée au continent africain, mais voilà, quel est ce rapport ? Il y a ce rapport qui est interrogé, et c'est Isaac de Bancolé qui prend la parole et qui dit, mais tout comme Bernard Récoltès à son époque, Claire Denis, c'est une actrice blanche, mais qui a vécu une grande partie de son enfance en Afrique, et c'est une des artistes blanches, selon lui,
qui sait ce que c'est que de vivre en Afrique. C'est une autrice qui connaît vraiment les Africains. Il y a quelque chose comme ça dans le discours que du coup, je me suis dit, j'ai l'impression qu'il y avait une volonté aussi de réaffirmer un peu une sorte de légitimité et de Claire Denis pour celles et ceux qui, par exemple, n'auraient pas vu ses premiers films, ses premières réalisations. J'ai senti ce truc de dire, oui, c'est une réalisatrice blanche, mais elle sait de quoi elle parle. Donc, je ne sais pas trop comment... D'ailleurs, il dit aussi qu'en lisant le scénario de Chocolat, il pensait que c'était écrit par un Africain, un noir. Donc, voilà, oui, donc il y a cet aspect de choc que lui-même a vécu en rencontrant un Claire Denis. Moi, je pense que Claire Denis, j'irai pas sur le terrain de elle connaît l'Afrique et les Africains, enfin, de toute façon, ça veut rien dire connaître l'Afrique. Mais elle connaît ce que c'est que la colonisation. Ça, moi, je trouve que le fait colonial, Chocolat, moi, je l'avais pas vu, je l'ai vu justement pour cette émission, et ça m'a impressionnée sur ce que c'était que la violence, et puis de la violence notamment prise en charge par un enfant. Enfin, cette petite fille qui aime profondément Proté, donc qui est le boy, hein, comme on disait dans les temps coloniaux, qui est le domestique de la famille des Blancs à laquelle elle appartient, et qui n'a pas peur de mettre en scène le racisme de l'enfance, qui commence à germer dans l'enfance, ce sadisme aussi qu'elle commence à reproduire vis-à-vis de Proté, qui contribue aussi à la douleur de Proté, qu'elle met très bien en scène, etc. Pareil, dans Beau Travail, avec ce groupe de légionnaires, leur violence crasse, quelque chose de voilà. Je pense qu'elle sait très bien montrer ce que c'est que l'affect des colons, tout simplement, leurs affects et le plaisir presque sensoriel, physique qu'il y a à dominer, quoi. Je trouve qu'elle est très très forte pour filmer la domination. Justement, en regardant le personnage de Cal, j'étais vraiment très fascinée par ce personnage, beaucoup plus que celui de Matt Dillon, Horn. Je pense qu'il n'arrive pas à assumer le rôle qu'elle l'a donné, alors que Cal, je trouve que j'étais vraiment fascinée dans la manière de filmer sa folie, sa violence et sa brutalité. Prête à exploser comme ça tout le temps. Et dans sa corporalité, sa domination, dans son allure, dans sa manière de marcher, dans sa manière de gêner la jeune femme. Donc, leurs interactions, la scène de douche, tous ces scènes, elle s'est très bien filmée. C'est pour ça que, même si j'entends bien tes remarques sur le côté crépusculaire de son cinéma, la manière dont elle filme Cal, je retrouve une sorte de jeunesse quand même qui est très présent dans le film. Oui. Non, c'est clair. Je pense qu'elle est très forte pour filmer effectivement cette violence prête à exploser. Et d'ailleurs, une de mes scènes préférées de son cinéma, c'est dans Beau Travail, la fin de Beau Travail, où il y a Denis Lavant qui danse, qui danse sur une musique disco dont j'ai oublié le titre, mais en tout cas, qui danse, mais avec rage, quoi. Il y a un truc de la rage et du plaisir, qui sont toujours mêlés, et qui fait de Claire Denis, du coup, quelqu'un qui filme excellemment bien la domination, mais qui le fait quand même toujours sur le plan des pulsions, sur un plan très pulsionnel, très psychologique, très psychanalytique, ce qui la rapproche de Coltès, du coup, puisque c'est un théâtre qui est très sur la psyché, sur le désir, sur des trucs, quelque chose qui a à voir avec la libido, quoi. Et donc, ce qui fait que peut-être c'est ça qui a peut-être un lien avec sa condition de blanche, qui est le fait que elle reste sur le plan pulsionnel et pas forcément sur le plan systémique. Elle va pas forcément sur le plan politique, même si on pourrait défendre l'idée selon laquelle ce plan psychologique ou inconscient, le fait de filmer l'inconscient, c'est politique d'une certaine manière, ou en tout cas tu peux y trouver des trucs politiques. Mais il y a quand même toujours le truc de rester à l'échelle de ce corps à corps, littéralement, des personnages en régime colonial, dont on sait, grâce à Fanon, que c'est quelque chose d'ultra important. Ce rapport au corps, à la corporalité et à la manière dont le corps il somatise aussi la question coloniale. Je trouve que c'est en tout cas là où elle se positionne et de là où elle parle. En tout cas, c'est quelque chose qui est quand même assez présent dans ses films. Et dans les corps qu'elle incarne et qu'elle filme, quoi. D'ailleurs, c'est ce qu'elle dit aussi en parlant de Bernard-Marie Coltès, c'est-à-dire qu'elle disait qu'il écrivait sans mot d'ordre explicite, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une revendication explicite de dénoncer le néocolonialisme et le racisme, parce que c'était quelque chose qui était inhérent à son œuvre, et je pense que c'est aussi valable pour elle, de faire les choses sans le nommer, et effectivement sans passer par le systémique. Mais je pense que c'est là aussi où ça boucle avec ce que je disais un peu au début, c'est-à-dire le truc de, à l'époque, comment on parlait de tout ça, c'est-à-dire
on était vraiment dans une époque où on passait beaucoup par des analyses inspirées de la psychanalyse, inspirées de l'analyse de l'inconscient, etc. Et je pense que c'est avec ça que reconnecte aussi ce film. Enfin, rien que le fait que Horn n'ait plus de pénis. Enfin, je veux dire, et qu'il soit castré littéralement par l'Afrique. En plus, son nom, Horn, je sais pas, mais ça vient de horny, un peu. Je vois un peu de ce genre de détails. Corne, et puis Cal, c'est un personnage shakespearien de diablotin. Enfin, il y a un truc très. Enfin, voilà, donc il y a chez Coltès. Un truc qui est très lié à une analyse sexuelle et érotique et tout, qui est vraiment full dans son époque des années 70, etc. Et qu'en fait, il va hyper bien avec le cinéma clair de lune. Enfin, si on pense à Trouble Every Day, qui est quand même un film sur le sida, qui a beaucoup été analysé comme ça, mais qui est aussi un film sur le désir sexuel. Enfin, donc, voilà, elle a une manière de faire qui est très ancrée aussi dans l'époque d'où elle vient et qu'elle en partage avec Coltès, quoi. C'était donc Le Cri des Gardes et c'est à découvrir depuis le 8 avril. Sans transition, place maintenant à la minute recommandation culturelle où chacune d'entre vous peut librement parler de son coup de cœur du moment, un film, une lecture, une exposition ou encore quelque chose d'autre. Qui souhaite se lancer? Euke peut-être? Moi j'aimerais recommander un livre en lien avec l'un des films qu'on a discuté aujourd'hui sur Nostra Terra, justement, parce qu'en préparant mon texte, mais aussi pour cette émission, j'ai lu le recueil d'entretiens présenté sous la direction de Luc Chessal et Amélie Galli, qui s'appelle La Circulation, publié par les éditions de l'Œil. C'est un livre, je pense, qui a été publié après la rétrospective de Lucrèce Martel à Centre Pompidou en 2024. Et il y a des entretiens très intéressants, car surtout sur Nuestra Tierra, à l'époque s'appelant Chocobar, dans lequel elle parle comment la situation politique en Argentine après l'élection du président Javier Milei a impacté un peu sa manière de regarder son propre cinéma à la situation politique. Ce sont des questions qui traversaient toute l'histoire d'Argentine, mais je pense que les élections ont vraiment créé une sorte de bouleversement dans sa propre conception, dans sa propre perception de la société argentine. Donc, je recommande vivement ce livre. Merci. Et toi, Occitane, du coup, un coup de cœur à partager? Alors, c'est une revue qui s'appelle Hatsaman et qui est en fait une toute nouvelle revue dont le premier numéro vient de paraître dans quelques librairies. Alors, je suis désolée pour nos auditoristes qui ne sont pas à Paris, mais c'est plutôt des librairies parisiennes. Alors, pour être totalement transparente, j'ai écrit un texte dedans, mais c'est pas seulement un texte que j'ai écrit moi, c'est un texte que j'ai coécrit en fait avec ma mère, puisque c'est donc cette revue Hatsaman, c'est une revue qui a été lancée par Anouchka Mbia, qui a décidé de constituer un premier numéro autour de la question de la salutation, le fait de saluer comme acte de visibilité et comme acte potentiellement qui crée du lien ou qui crée du commun dans une perspective antiraciste et décoloniale. Et je vais vous lire comment c'est défini à l'intérieur de la revue. Donc, le numéro pilote a pour thème la salutation comme acte de visibilité. Il interroge le salut comme geste politique, poétique et intime. Comment saluer devient un acte de reconnaissance, une stratégie de résilience, un mode de transmission ou une pratique politique. Et c'est vrai que, voilà, avec ma mère, il se trouve qu'on a écrit l'article cet été et que c'est la première fois que je coécris un article avec ma mère sur justement la manière dont on se reconnaît aussi sur le plan de notre histoire familiale commune, que elle incarne beaucoup plus que moi sans doute, mais voilà, ça a été une expérience assez dingue d'écrire pour cette revue, et il y a plein de textes assez formidables, et notamment sur le mode du dialogue, qui est un mode d'écriture que j'aime beaucoup et qu'on pratique avec nos lettres, que l'on s'écrit dans Emitaï depuis quelques temps. À retrouver sur le site, effectivement. Et donc voilà, c'est par exemple au Palais de Tokyo, à After Eight Books, à Lafayette Anticipation, au Centre culturel suisse, au Jeu de Pommes, etc., que vous pouvez retrouver votre numéro de la revue, qui est également un très bel objet, donc Hatsaman. C'est donc la fin
de ce deuxième épisode. Merci encore à vous deux, Occitane et Euke, pour vos éclairages et vos recommandations. Je remercie également Elena Letkeno pour l'aide à la conception de l'émission et à Corentin Lé pour le montage de cette émission. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de lui mettre 5 étoiles ou de laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée, bien sûr. Autrement, je rappelle qu'Emitai est une revue associative et bénévole. Si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à participer à notre cagnotte dont le lien est entre autres disponible sur le site emitai.fr. Tout don, aussi modeste soit-il, est le bienvenu et permettra le développement de la revue et sa pérennité. En plus de découvrir nos derniers textes sur le site, vous pouvez nous retrouver sur Instagram en tapant Emitai Revue tout collé en un seul mot. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le 3e épisode du podcast. À bientôt.